Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à ce débat aux élections provinciales dans la circonscription de Gaspé. Alors, nous sommes en direct, en compagnie de nos amis de la télévision de la Haute-Gaspésie, aussi rediffusée, qui sera rediffusée sur des ondes de télévision Haute-Gaspésie dès demain. En ce moment, vous pouvez nous voir sur le Facebook Live de l'Avantage Gaspésien. Alors, merci à ceux qui se sont déplacés, qui sont avec nous ici au Club des 50 ans et plus. D'ailleurs, merci beaucoup à Mme Huguette Blanchard de nous accueillir ici encore une fois pour ce débat. Je remercie également les candidats qui sont présents. Vous allez avoir l'occasion de les rencontrer d'ici quelques secondes, d'entendre ce qu'ils ont à dire. Aujourd'hui, on a décidé d'adopter une nouvelle formule de débat. On essaie ça. Alors, chaque candidat aura l'occasion de faire sa présentation, de dire qui il est, de lancer rapidement un petit peu qu'est-ce qu'il propose. Et par la suite, on passera à la formule sur le grill. Donc, un après l'autre, chacun des candidats se fera interroger pendant 15 minutes par les autres candidats et par moi-même. Donc, ce sera évidemment l'occasion pour les candidats qui sont sur le grill de parler des enjeux de la Haute-Gaspésie, de la région, de parler de leur plateforme et aussi d'en entendre parler davantage sur comment ils entrevoient l'avenir ici. Alors, sans plus tarder, on vous présente les 5 candidats. Le hasard a décidé l'ordre dans lequel ils ont été placés en avant tout. Donc, nous avons tout d'abord Mme Mégane Mélenchon qui représente le Parti québécois. Bonsoir, Mme Mélenchon. Bonsoir. Nous avons ensuite M. Michel Marin qui représente le Parti libéral du Québec. M. Marin, bonsoir. Bonsoir. Nous avons M. Stéphane Sainte-Croix de la coalition Avenir Québec. Bonsoir, M. Sainte-Croix. Bonsoir. Nous avons live en Zoom M. Pierre-Luc Bouchard, représentant le Parti conservateur du Québec. Bonsoir, M. Bouchard. Bonsoir. Et finalement, nous avons M. Yves Bonny-Vigé, représentant Québec solidaire. Bonsoir, M. Bonny-Vigé. Bonsoir. Alors, comme je vous disais, le hasard a déterminé que ce serait Mme Perry Mélenchon qui ferait l'allocution de départ. Alors, vous avez 2 minutes et demie pour vous présenter. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et toutes. C'est moi qui casse la glace. Ça me fait plaisir de vous retrouver ici dans la salle des 50 ans et plus, une salle que je connais assez bien. Alors, ça me permet en fait d'entrer dans le vif du sujet avec vous en introduction. Je pense que c'est important pour moi de revenir un peu sur le premier mandat que j'ai occupé à l'Assemblée nationale de 2018 à 2022. On a fait du travail de collaboration avec beaucoup de citoyens de la Haute-Gaspésie, les élus municipaux également, les organismes communautaires, bref, tous les acteurs du milieu qui sont impliqués dans le développement socio-économique de notre belle région. Alors, pour moi, c'est un travail, une approche qui a été en collaboration avec tous ces partenaires-là et qui ont permis d'aller faire des gains à l'Assemblée nationale, porter votre voix et non pas l'inverse. Donc, je l'ai dit à plusieurs reprises, pour moi, c'est important d'être votre voix, de vous représenter et qu'on puisse faire ce travail-là ensemble. Alors, si je reviens sur quelques événements marquants de ce premier mandat, eh bien, il y a certainement la question de la santé. Vous savez, les paramédics de la Haute-Gaspésie étaient encore sous les horaires de faction et ça a augmenté le délai d'intervention pour les citoyens de la Haute-Gaspésie. Alors, pour une question de sécurité, on a travaillé très fort avec le ministre de la Santé pour transformer ces horaires-là et on a réussi en toute fin de législature enfin à avoir une autorisation ou une annonce en ce sens-là. Mais encore une fois, il va falloir travailler à transformer les autres horaires. Il y a l'ouverture de la clinique dentaire communautaire à Saint-Anne-des-Monts qui a été un projet de longue haleine aussi. Il n'y avait aucun service ici bucco-dentaire dans la Haute-Gaspésie. Alors ça aussi pour moi, les soins de santé sont, il faut les rapprocher des citoyens et on a beaucoup à faire encore là, pour s'assurer d'avoir des dentistes qui viennent s'installer à plus long terme. Il y a aussi toute la question de la politique de remboursement des frais pour les usagers qui vont obtenir des soins de santé à l'extérieur. Je vois des gens dans la salle qui ont eu à le faire souvent, ce trajet-là jusqu'à Rimouski. Alors, on a réussi à faire une bonification de cette politique-là. C'est un gros travail du Parti québécois, mais encore une fois, on n'est pas allé au bout de nos ambitions et j'aurai quelques propositions à faire dans ce débat-ci. En tourisme, en service de garde, il y a évidemment des gros dossiers aussi qu'on a pilotés et je pense qu'on a réussi à faire ça ensemble, comme je le disais. Alors, pour la suite, pour les propositions du Parti québécois, vous aurez l'occasion de m'entendre
dans les questions sur le grill. Merci, Madame Mélenchon. Alors, Monsieur Marin, à vous la parole. Oui, donc, c'est ma première expérience ma deuxième expérience de débat, mais moi, je vais plutôt y aller avec une allocution. Donc, je suis très heureux que ce soit en Haute-Gaspésie, cette première expérience-là. Pour développer un territoire, il faut d'abord l'habiter. Moi, j'y habite depuis toujours. Nous allons discuter ce soir des enjeux de développement régional et des besoins locaux. Je vais vous présenter pourquoi je sollicite votre appui dans le but de répondre à ces besoins. Je vais tenter de vous démontrer comment je vous propose de collaborer avec vous à l'atteinte du développement normal de notre région. Nous avons non seulement le droit d'avoir un développement normal, mais on a aussi la responsabilité envers nos enfants. Eux aussi, ils aiment la Gaspésie, ils voudraient pouvoir y vivre. Nous en avons la responsabilité pour nos aînés qui ont bâti le pays avant nous. Ils ont le droit de compléter leur vie dans des milieux de vie sains, paisibles et sécuritaires. Nous avons aussi le droit d'envisager le développement durable de notre région pour la réalisation de projets de transformation et de fabrication novateurs, des projets d'utilité publique et des projets touristiques et d'aventure. Les Gaspésiens et Gaspésiennes ont le droit d'avoir de bons services de santé en quantité et en qualité. En éducation, ils ont le droit d'avoir accès à des installations modernes et novatrices, de même qu'à des programmes qui permettent le plein épanouissement de leurs enfants. Pour ce faire, je vais vous présenter un plan réaliste avec des mesures concrètes pour y arriver, qui comprennent des volets comme la Charte des régions, le projet ECO et des accès santé. À la fin de cette soirée, à la fin de la présente campagne, le 3 octobre prochain, vous allez devoir choisir parmi nous celle ou celui qui vous représentera le plus efficacement pour atteindre ces objectifs. Je me suis présenté dans la présente campagne parce que j'ai l'intime conviction que je suis la bonne personne pour faire ce travail. Bonne soirée. Alors, merci à M. Marin. M. Sainte-Croix, bonne interview. Merci, monsieur. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous accueillir ici ce soir. C'est un moment important pour notre campagne électorale et pour la démocratie. Je me nomme Stéphane Sainte-Croix. Je suis natif de Cap-des-Rosiers, dans le Parc national Forillon, et je suis candidat de la CAQ de François Legault dans le comté de Gaspé. Ça fait 25 ans que je travaille activement au développement économique de la Gaspésie. Certains d'entre vous me connaissent comme directeur général de Destination Gaspé, où je développe l'offre touristique de la péninsule auprès des marchés nationaux et internationaux. On accueille des milliers de touristes qui viennent de partout dans le monde pour découvrir les beautés légendaires de notre coin de pays. J'ai également été directeur général de l'Office du tourisme et des congrès de Gaspé, où j'ai siégé sur plusieurs comités qui gravitent autour du même secteur, le tourisme. Mon défi le plus important des dernières années a sans doute été de mettre sur pied le projet d'Escale Gaspésie, où j'ai contribué pendant les 12 dernières années à développer et exploiter un port d'escale pour croisières internationales en Gaspésie. À l'époque, les gens nous voyaient comme des rêveurs, avec un projet trop grand pour la région. Eh bien, je suis fier de dire ce soir que mon équipe et moi-même, on a livré la marchandise et on a participé activement au rayonnement de la Gaspésie. On a été capable de convaincre et de réunir les acteurs clés de la région dans cette grande aventure. Mon saut en politique est en quelque sorte une suite logique à toute cette aventure. J'y vois une opportunité à saisir pour le comté de Gaspé. Pour moi, ce sera l'occasion de mettre de l'avant des enjeux qui me tiennent à cœur. Je vous en souligne quelques-uns. Attirer et garder les jeunes familles sur le territoire, ici en Gaspésie, pour combler nommément le manque de main-d'œuvre. Travailler à prolonger la saison touristique, capitale au niveau de la région. Soutenir le développement de la région en misant sur le dynamisme de ses villages et de ses gens. Soutenir le développement de la région, excusez-moi, je viens de le dire. Enfin, contribuer à la transition énergétique. Dans les prochaines années, il y aura des occasions à saisir pour la Haute-Gaspésie. J'ai eu la chance de venir parler avec des dirigeants locaux dans les dernières semaines et des entrepreneurs. Ce que j'entends, c'est qu'il y a de l'appétit pour des projets locaux et des demandes pour soutenir le développement. Merci beaucoup. Il vous restait 10 secondes. 10 secondes, excusez-moi. Oui. En 22, je vous invite à embarquer avec moi dans le projet de la CAQ. Il est plus que temps que la Gaspésie soutienne un parti pragmatique qui fait de l'économie et des régions sa priorité.
Je suis un bâtisseur depuis plus de 25 ans. Permettez-moi de continuer à faire ce que je fais de mieux, représenter la Gaspésie, promouvoir ses ambitions et livrer ses projets. Merci et bonne soirée. Alors, Monsieur Bouchard, la parole est à vous pour les prochaines 2 minutes, 30 secondes. La voix ne fonctionne pas. Oh, on a un petit problème technique, ça ne sera pas là. Est-ce que M. Bouchard nous entend? Mais on ne l'entend pas. On n'entend pas. Là, ça va? Oui, Oui. là, on l'entend. Parfait. Donc, Oui. OK. donc voilà, vous pouvez y aller pour 2 minutes 30, on vous écoute. Parfait. Bonjour tout le monde. Désolé de ne pas être présent avec vous. Un peu trop d'engagement de mon côté que j'ai pu malheureusement me libérer. Mais je vais me présenter overall. Pierre-Luc Bouchard, je viens de Gaspé. J'ai toujours resté à Gaspé, j'ai toujours travaillé à Gaspé. Je suis dans le domaine ambulancier depuis 15 ans, la construction depuis, avec ma compagnie depuis 6 ans. Je connais un peu pas mal toute la Gaspésie. J'ai travaillé de Saint-Anne-des-Monts jusqu'à Gascon comme ambulancier. Alors j'ai déjà rentré dans une de vos maisons pour aller vous aider, vous apporter à l'hôpital ou peu importe. J'ai décidé de me lancer en politique. Ça m'a frappé durant les 2 dernières années. Avec la pandémie et tout, là, avec ma job, là, quand je rentrais dans les maisons, il y avait plusieurs choses qu'on pouvait remarquer. C'est venu me toucher plus qu'une fois. Personnes âgées, surtout, là, c'est notre grosse clientèle. On les voit régulièrement. Donc, c'est sûr et certain que moi, la santé, c'est un gros point que j'aimerais mettre l'accent dessus. Les aînés, les soins à domicile, tout ça, c'est quelque chose qui me touche directement depuis 15 ans. J'espère être capable de faire le mieux possible, encore le plus longtemps possible. C'est sûr, comme ambulancier, je vais le faire encore. Et si j'ai la chance de le faire autrement et apporter une aide d'une autre façon, ça serait bien aussi. C'est un gros point qui m'a enligné vers ça. J'ai toujours été proche des gens. Mes 2 jobs, en fin de compte, je côtoie tout le monde régulièrement. J'essaie d'être le plus respectueux, le plus à l'écoute de tous et chacun à chaque fois que je les rencontre. C'est ça qui fait de moi, je suis authentique en fin de compte, là, je suis comme je suis, j'essaie de faire le mieux tout le temps. Alors, ça va être la même affaire pour ça. J'ai pas plus de temps non plus, mais on va en parler dans quelques minutes par rapport à ça. Fait que, merci M. Bouchard. pour ça. Alors, M. Bonny-Vigé, la parole est à vous maintenant. Alors, bonsoir, merci d'être là. Alors, je m'appelle Yves Bonny-Vigé. J'étais jusqu'à la fin d'août directeur régional de santé publique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, comme vous le savez. J'ai pris un congé sans solde pour continuer à servir la Gaspésie dans une autre dimension. J'ai décidé de m'engager avec Québec solidaire parce que c'est le parti de l'avenir, le parti qui est un peu l'alternative. Alors, avec tous ces candidats et candidates, sous la direction de Gabriel Nadeau-Dubois et de Manon Massé, ce parti a toute l'ambition, la détermination, l'enthousiasme et surtout toutes les compétences pour diriger le Québec. Et nous aider à traverser les 3 crises dans lesquelles nous nous trouvons. La crise du vieillissement de la population, la crise climatique et la crise de l'augmentation du coût de la vie. En fait, nous avons le meilleur plan pour faire face à la crise climatique. Nous voulons aider les familles à joindre les 2 bouts face à l'augmentation du coût de la vie. Nous voulons reconstruire notre système de santé en misant sur les services de proximité et les services à domicile, mais surtout
en investissant massivement dans la prévention. Et nous voulons nous assurer que nous allons pouvoir vieillir en santé et dans la dignité. Enfin, nous voulons faire du Québec un pays qui nous ressemble. Et ce projet novateur et inclusif qu'est la formation d'un nouveau pays, on veut le faire avec tout le monde. Nous aurons beaucoup de ressemblances, mais beaucoup de différences, et on veut que tout le monde participe à la rédaction et à la construction d'une véritable constitution qui nous permettra de vivre dans un pays que nous voulons pour les siècles à venir. Merci, M. Bonnier, ça mettait fin à votre 2 minutes 30. Alors, on aura sûrement l'occasion d'y revenir. Alors, on passait maintenant, cette fois-ci, à la période de questions sur le grill. Donc, le hasard a voulu que ce soit Mme Perry Melançon qui était la première à être sur le grill. Alors, je vais lancer la première question et par la suite, les autres candidats, vous êtes libres un après l'autre de poser des questions à Mme Melançon, toujours évidemment dans le respect, la courtoisie et en gardant en tête qu'on est en Haute-Gaspésie, on veut parler des enjeux d'abord locaux. Alors, Mme Perry Melançon, une première question pour vous. On voit dans les petites municipalités, on peut penser à Capcha ou La Marque, on a souvent des problématiques liées au financement des infrastructures, l'assainissement des eaux à Capcha, mais la municipalité doit elle-même financer une grande partie des travaux. On arrive dans une municipalité comme La Marque, qui n'ont toujours pas d'eau potable et les conseils de ville se succèdent sans que ça se réalise et on recommence les plans de vie à chaque fois. Comment un gouvernement peut intervenir pour aider davantage les petites municipalités avec, premièrement, les coûts des infrastructures, mais aussi toute l'expertise nécessaire pour mener à bien certains projets? Merci pour la question. C'en est une qu'on nous pose souvent quand on parle aux élus municipaux. Il y a évidemment des gros enjeux au niveau des sources de financement de nos municipalités qui dépendent beaucoup de revenus des taxes. Alors, à ce compte-là, en fait, dans les infrastructures municipales ou même les infrastructures sportives, la part qui est demandée aux municipalités, donc aux contribuables, est souvent trop élevée pour le nombre de citoyens qu'on retrouve dans ces municipalités-là. L'assainissement des eaux à Capcha, c'est un dossier qu'on a suivi de près, qu'on a intervenu également, et il y en a plusieurs aussi, là, quand on parle au maire de Mont-Louis, qui a aussi des enjeux. Alors, moi, je pense qu'il faut moduler effectivement ces programmes-là pour que la part de la municipalité soit moindre et qu'on tienne compte finalement de la capacité de payer de ces contribuables-là. Il y a évidemment aussi la question que les coffres de l'État québécois sont bien garnis présentement. On a vu justement le ministre des Finances nous faire état de la situation financière du Québec. On est dans les surplus au niveau des taxes sur l'essence ou toutes sortes de trop perçus finalement que les consommateurs ont dû payer avec les coûts d'inflation. Tous ces produits-là sont taxés et donc l'État québécois devrait faire sa juste part aussi et redonner aux municipalités. C'est ce qui est demandé. On était en rencontre avec les élus de la MRC de la Haute-Gaspésie aujourd'hui. J'ai eu aussi cette discussion-là avec des municipalités de la Côte de Gaspé et vraiment, il faudrait un rééquilibre dans le partage de ces trop perçus-là, en fait. Alors, il y a, comme je vous dis aussi, les infrastructures sportives, les installations. Il y avait un programme PARIT qui était combiné avec le fédéral et le provincial, 194 millions, mais les demandes se sont élevées à plus de 1,6 milliard. Alors, les municipalités veulent des projets pour dynamiser notre territoire, avoir des infrastructures intéressantes pour les jeunes familles, mais malheureusement, toutes ces demandes-là sont restées en suspens parce qu'on n'a pas eu l'ambition de continuer le programme plus qu'un an. Alors ça fait partie aussi des choses que nous voulons voir changer. Donc, on s'engage à bonifier là, tous ces programmes-là pour aider les municipalités finalement à faire face aux coûts, parce qu'eux autres aussi ont des coûts, des excédents de coûts sur l'essence, toutes leurs dépenses aussi en tant que municipalité sont vraiment plus importantes depuis la hausse du coût de la vie.
Alors, vraiment, ça met une pression finalement sur le contribuable et c'est pas ce qu'on souhaite. Alors, dans les plus petites municipalités, on le ressent encore plus. Donc, je ne veux pas m'éterniser, je vois que je prends beaucoup de temps, mais c'est parce que le défi est majeur pour nos petites municipalités et ça prend justement un gouvernement qui est réellement à l'écoute des besoins des régions. Et je pense que le Parti québécois a toujours répondu présent pour donner un coup de main à la revitalisation des villages. Alors, c'est ce qu'on va faire encore. Alors, j'inviterai un des candidats, M. Meunier. Oui, nous, à Québec solidaire, on propose de s'assurer que les transports interurbains deviennent publics, parce qu'on voit bien que le privé joue un peu avec nous. On veut doubler les budgets de la région pour permettre d'augmenter la fréquence des trajets. Et puis, on veut aussi s'assurer de l'électrification de leur flotte. En matière de transport, dans votre plateforme régionale, vous parlez du train et de l'avion, ce qui n'est pas tout à fait applicable ici, dans Haute-Gaspésie. Et vous proposez de mettre le transport en commun à 1 $ par jour. Alors, en quoi cette proposition va permettre d'augmenter la fréquence de passage d'autobus ici, en Haute-Gaspésie? Merci pour la question, M. Bonnet-Vigé. Je pense que nous avons ça en commun, la question de renforcer le réseau de transport collectif. C'est un engagement qu'on a comme parti politique ou comme futur gouvernement parce que c'est une responsabilité que nous avons collectivement de réduire nos gaz à effet de serre et on sait que le transport est le principal émetteur au Québec ou dans toutes les nations. En fait, donc, on veut offrir plus de transport collectif, effectivement. On veut doubler l'offre partout au Québec. Mais pour ça, bien, la passe climat permet de voyager soit vers les grands centres, donc le transport interurbain, par autocar ou par traversier quand on est à traverse Matane-Côte-Nord. Donc, ce qu'on souhaite, c'est vraiment de stimuler la demande, que plus de gens utilisent les services de transport en commun et on fait le pari que ça va augmenter la qualité du service, ça va améliorer le réseau parce qu'il y aura plus de gens qui vont l'utiliser. Le transport par autocar, avant, il était utilisé et on avait plusieurs voyages par jour et ça fait pas 20 ans de ça, là. Il était utilisé l'autobus, donc oui, ça fait partie de nos engagements. Il n'y a pas seulement le train, pas seulement le transport aérien. C'était une conférence que j'ai donnée la semaine dernière avec vraiment des solutions pour chacun des réseaux routiers aussi, parce que vous m'ouvrez la porte sur le transport régional, donc j'espère que je peux en profiter. Vous savez que le ministre des Transports, je lui ai demandé la création d'un comité d'intervention sur la route 132. Vous êtes principalement affecté ici en Haute-Gaspésie par les bris sur les tronçons de route, les intempéries, les aléas côtiers. Il y a des études présentement, mais il y a des solutions qu'on peut déjà mettre en place rapidement. Et là, j'ai eu un refus du gouvernement de la CAQ de mettre sur pied ce comité-là, qui était une demande pas seulement de moi, l'opposition, ou peu importe, c'était une demande aussi par des élus municipaux. Et ça a été aussi le directeur régional du MTQ, Yves Berger, était en faveur de ce comité-là. Donc, j'espère qu'on pourra avoir cette discussion-là parce que c'est une demande que je vais faire encore une fois là, au gouvernement, que ce soit le mien ou celui d'un autre parti. Il faut qu'on puisse, tous les experts, les élus, travailler ensemble pour intervenir en cas de bris parce que Marceau s'est déjà retrouvé complètement enclavé et isolé du reste de la Gaspésie et du Québec. Alors, j'ai vu M. Marin et M. Sainte-Croix qui m'ont signifié vouloir poser une question, donc à tour de rôle. Oui, Mme Melançon. Nous, Parti libéral, on a dans notre programme un réinvestissement important dans les infrastructures scolaires pour remettre à niveau les infrastructures scolaires. Donc, c'est un besoin qui est identifié et criant en Haute-Gaspésie. Le maire de Saint-Anne-des-Monts a fait des appels aux instances publiques à ce sujet-là. Et c'est aussi le cas dans les autres secteurs là, de Gaspé au niveau de certaines infrastructures scolaires. Je pense entre autres au Cégep de la Gaspésie qui a un état de désuétude dans certaines de ses installations. Moi, je veux savoir, Mme Perry-Melançon, durant votre mandat de 4 ans, comment avez-vous intervenu pour améliorer ces situations? Bien, d'abord, on a, dans chacune des formations politiques, on a des porte-paroles en éducation. Je pense que Véronique Yvon a fait abondamment de revendications auprès du gouvernement pour améliorer le réseau scolaire, améliorer les infrastructures, améliorer la ventilation, parce que ça a été un enjeu très, très discuté durant la pandémie. Alors, le combat sur la ventilation des écoles, on l'a mené de front, je peux vous dire une chose.
L'état des écoles, là, je pense pas qu'il faut me regarder personnellement. Là. On a eu un gouvernement durant 4 ans qui a commencé avec puis même, je vous dirais que l'état des écoles était 50% des écoles au Québec étaient vétustes avant l'arrivée du gouvernement de la CAQ. Et malheureusement, ça s'est détérioré, par exemple. Il n'y a pas eu assez d'investissement. On a priorisé les classes de maternelle 4 ans, on a priorisé la construction des maisons des aînés, on a mis l'argent parce que c'est toute la même chose, c'est le PQI qu'on appelle, les programmes québécois d'infrastructure. Alors, on a fait des choix qui n'étaient pas d'améliorer la qualité des infrastructures scolaires. Donc, oui, j'entends votre message. J'ai travaillé sur la question des résidences pour étudiants au cégep, donc je ne sais pas si ça fait partie des sujets dont vous faites mention, mais tous les projets qui étaient ici au niveau du comté, bien, on les a poussés. Il y a encore à faire, par exemple, au gymnase de Saint-Anne-des-Monts, il y a des cours d'école aussi qui sont encore améliorés. Et ça fait partie de notre programme et même de notre plateforme locale d'améliorer toute la question de verdir nos cours d'école puis s'assurer qu'on ait une belle qualité de vie en région. Monsieur Sainte-Croix. Merci, monsieur. Ma collègue du PQ tient un double discours sur les réalisations de la CAQ et son bilan. Elle semble s'approprier et applaudir les réalisations du gouvernement Legault. Mais elle demeure critique envers la CAQ. Dans les dernières semaines, on l'a entendu appuyer les réalisations du gouvernement Legault dans ses dépliants aux citoyens et dans son bilan de mandat. J'aimerais rappeler que c'est la CAQ qui a construit les maisons des aînés. C'est la CAQ qui a amené plus de place en garderie. C'est la CAQ qui a permis le droit de rachat des terrains par les municipalités pour faciliter la création du logement. C'est la CAQ qui a déposé et adopté le projet de loi 21 interdisant le développement des hydrocarbures. On a défendu notre loi jusqu'en cours. D'un côté, vous vous attribuez la réalisation du gouvernement. D'un autre, vous êtes défaitiste. Vous avez invité les citoyens du comté de Gaspé à rester dans l'opposition, que c'était plus avantageux pour eux. Pouvez-vous nous préciser votre pensée? Bien, je suis très surprise de ce que vous amenez ici devant une salle pleine de citoyens que j'ai côtoyés durant 4 ans. Là. Et j'en ai même qui ont participé à des initiatives comme une vidéo sur la situation des aînés, M. Sainte-Croix, parce qu'ils se sentaient tellement abandonnés par le gouvernement en place durant la pandémie, puis les solutions qu'il nous apportait n'arrivaient tellement pas à aboutir en haut qu'il a fallu aller sur le terrain avec une caméra, prendre des témoignages de ces gens-là pour espérer être entendus. J'ai même apporté cette copie-là à des collègues, bon, c'est pas vos collègues pour l'instant, mais c'est la ministre des Aînés et des Affaires municipales notamment, parce que la question des logements auprès des aînés, elle est importante. Je dis qu'il y a des gains ici parce qu'on a levé notre voix. Je me suis battue aux côtés de nos concitoyens pour toutes les luttes qui sont importantes pour eux, dont celle des hydrocarbures. Et si vous voulez vous approprier le dossier des hydrocarbures, je m'excuse, mais ça ne passera pas. Puis il n'y a personne qui va pouvoir croire que sans cette mobilisation-là sur le terrain, avec les groupes environnementaux, avec Solidarité Gaspésie, à faire signer des pétitions, à se mobiliser dans les rues, à déposer notre projet de loi qui a été ensuite influencé pour adopter une loi sur les hydrocarbures, il n'y aurait pas tout ça qui se serait concrétisé, ni pour le comté, ni pour le Québec. Je porte 12 dossiers comme porte-parole au national. Alors, je peux vous dire que tout ce qu'on a été chercher en logement, ce sont des outils qu'on a mis de l'avant, promus et qui ont finalement été entendus à minuit moins 1, alors que, je vous dirais, en logement, là, il y a des OBNL que si on avait protégé dès le jour 1, le faubourg de Ménacène à Sherbrooke ou la Villa Belle-Rivière à Richelieu, bien, les gens n'auraient pas perdu leur logement à des intérêts privés. Donc ça a été du travail toujours fait en retard, mais ça a été le travail des oppositions, d'aller chercher des gains pour les citoyens de Gaspé. Alors quand je dis qu'il faut choisir un représentant qui peut porter la voix des gens, c'est ça à quoi je fais référence, puis je vais continuer de le faire. Alors, M. René-Vigier avait une question. Il reste 3 minutes. Donc, peut-être répondre plus succinctement. Je suis politicienne, hein? Et si M. Bouchard avait peut-être une question pour terminer, on pourrait lui donner un droit de parole. Alors, M. René-Vigier, à vous. On sait qu'on a besoin de l'immigration pour continuer à développer la Gaspésie. Oui.
Nos entreprises ont besoin de main-d'œuvre. Les changements climatiques font qu'il y a des milliers de personnes sur la Terre qui doivent quitter leur pays. Nous avons un vaste territoire, nous avons des ressources, nous pouvons les accueillir. Comment expliquer que la proposition du PQ semble aller à l'encontre de ces besoins-là en voulant limiter à seulement 35 000 par année les immigrants que nous allons recevoir? Bien, là où on est très différents sur nos positions, c'est bien en immigration. Parce qu'on a Québec solidaire qui veut aller entre 60 et 80 000 citoyens immigrants au Québec. Mais il faut dire qu'on a une capacité d'accueil, puis on est bien placé pour le savoir en Gaspésie avec toutes les crises qu'on connaît, que vous avez citées justement en introduction, la crise du logement, plusieurs crises qu'on vit. Et la pénurie de main-d'œuvre, elle ne va pas se résoudre seulement par l'arrivée de centaines de milliers d'immigrants. Il y a plusieurs façons qu'on peut ajouter des gens sur le marché de l'emploi, la réinsertion à l'emploi. Il y a les travailleurs expérimentés qui sont présentement beaucoup coupés en termes d'impôts et qu'on a des propositions claires pour notamment complètement arrêter les cotisations de la RRQ, donner des rabais d'imposition qui fait que ces gens-là, en bas de 50 000 ne sont pas imposés, donc vont pouvoir réintégrer le marché du travail. Je ne pense pas qu'il faut seulement regarder la question de l'immigration en faisant fi de toute la question du déclin linguistique au Québec. Alors, un ne va pas sans l'autre, on est cohérent. Vous savez, le Parti québécois, on veut aussi une immigration économique qui est francophone, qui a une connaissance du français, ce qui n'est même pas fait présentement par le gouvernement de la CAQ. Donc, ils font entrer leurs 50 000 immigrants sans aucune maîtrise, puis n'ont pas de plan et ne respectent même pas leur seuil de régionalisation de l'immigration depuis les 4 années que je suis en poste. Alors nous, c'est 50% de ce 35 000 immigrants économiques qui vont aller dans les régions du Québec. Donc, on va quand même être gagnant par rapport à ce qu'on vit actuellement, mais il faut le faire de façon responsable. Le dossier de l'immigration, c'est très complexe. J'ai été porte-parole, je connais le fonctionnement de l'appareil. Puis si on veut aussi gérer l'immigration en totalité, ben, il va falloir rapatrier ces pouvoirs-là et ça passe par l'indépendance du Québec. Alors, on a beaucoup à faire avant de commencer à parler de hausse des seuils, M. Brédigé. Alors, merci Mme Mélenchon. M. Bouchard, est-ce que vous aviez une question pour Mme Mélenchon? Non, ça va, il n'y a pas. C'est correct. Bon, ben ça tombe bien, ça mettait fin à 15 minutes. Alors, merci beaucoup, Mme Mélenchon. Alors, le hasard a voulu que ce soit M. Bonny Vigé qui soit notre deuxième candidat sur le grill. Alors, comme à l'habitude, je vais commencer avec une première question. Alors, vous savez qu'ici, en Haute-Gaspésie, dans notre arrière-pays, on a tout un terrain de jeu qui est le Parc national de la Gaspésie. Évidemment, il y a tout l'enjeu de la protection du caribou, il y a l'enjeu du récréotourisme, il y a l'enjeu de la foresterie. Comment on réussit à jongler avec ces trois éléments-là pour que tout le monde en sorte gagnant? Bien, d'abord, il y a eu une commission indépendante qui s'est penchée sur la question de la protection du caribou montagnard, qui est arrivée avec plusieurs propositions assez intéressantes, qui propose de faire une aire protégée pour le caribou, mais qui propose aussi de supporter l'industrie forestière pour lui permettre de se réorganiser. Il est clair qu'en créant une aire protégée telle qu'elle est proposée, bien, on va se retrouver à perdre l'équivalent d'une scierie en termes de travail. Par contre, on risque d'avoir beaucoup besoin de main-d'œuvre pour maintenir cette aire protégée en santé. On va pouvoir aussi investir pour accompagner l'industrie forestière à travailler en deuxième transformation, éventuellement en troisième transformation. Alors, ça, c'est déjà un élément de base qui permet de voir un peu le portrait dans lequel on va se retrouver. Après ça, ben, il reste à tout aménager et poursuivre les aménagements en fait, qui existent déjà en termes d'utilisation de la forêt pour le domaine récréotouristique, que ce soit l'été ou l'hiver. Alors, je pense qu'on va supporter cet élan qui est déjà là, en respectant toujours quand même la possibilité de protéger cette espèce qui en fait, quand on parle de la disparition des caribous, c'est en lien avec aussi toute la disparition de la diversité de la faune et de la flore qu'on a à l'ensemble du Québec. Donc,
chaque effort qu'on va faire pour pouvoir protéger cette diversité-là va nous permettre d'avoir un pays qui va être de plus en plus aussi attrayant, mais qui va permettre aussi de protéger l'ensemble de la vie comme telle. M. Sainte-Croix? Merci, monsieur. Dans votre plateforme, vous proposez d'instaurer un moratoire sur les coupes forestières dans l'ère de répartition du caribou, d'instaurer une commission Coulombe 2.0 et une nouvelle politique de gestion durable des forêts pour revoir en profondeur les pratiques de gestion des forêts et de créer plus d'aires protégées. Qu'on se comprenne bien, je suis aussi pour la protection du caribou. Cependant, j'aimerais en savoir davantage sur votre plan pour assurer la pérennité de nos entreprises forestières. Comme je le disais, effectivement, on pense que produire juste du 2 par 4, c'est une utilisation qui n'est pas tout à fait suffisante pour arriver à diversifier et avoir à long terme une industrie forestière viable. Donc, on propose effectivement qu'on aille dans la deuxième transformation, qu'on crée des matériaux de construction nouveaux à partir du bois, qu'on utilise notre biomasse aussi pour créer des matériaux nouveaux, et qu'ensuite de ça, qu'on commence à réfléchir à comment on peut utiliser le bois peut-être pour faire du meuble, pour faire d'autres matériaux, choses utilitaires. Donc, c'est de revitaliser en fait toute l'industrie forestière qu'on propose. Bien, pour continuer, oui, sur la question des caribous, je vous ai entendu parler des zones d'air protégées. Il y a des grandes préoccupations par rapport au fait que, puis moi aussi je suis fortement en faveur de la protection du caribou, mais en même temps, on nous indique qu'avec l'érosion des berges, avec justement plus d'air protégé comme tel, comme solution, ça finit qu'il reste vraiment pas un grand territoire pour les projets, notamment récréotouristiques. Donc, juste voir par rapport aux zones d'air protégées, parce que moi aussi, j'ai bien hâte de voir la stratégie du caribou atterrir, chose qui a été retardée à 2 reprises, puis on arrive en 2024, là, quand il n'existera plus aucun caribou sur le territoire. Mais peut-être nous dire, allez-vous doubler, tripler par rapport aux zones d'air protégées? C'est quoi votre position? On va appliquer tel quel les recommandations de la commission indépendante qui a fait son rapport en juin dernier. Tel quel? Oui. OK. Et ce qui veut dire qu'en fait, on va prendre la quantité de bois nécessaire pour l'équivalent d'une scierie. Donc à peu près 300 000 cubes de pieds cubes, plutôt 300 000 pieds cubes de bois. Donc on est conscient de ça. Et donc on va avoir toutes les mesures pour accompagner l'industrie forestière, comme on l'a dit, et aussi l'industrie récréo-touristique pour assurer qu'on va être capable de compenser pour des emplois qui pourraient éventuellement être juste réaffectés. Ou les projets complètement mis à l'eau. Oui. C'est-à-dire que c'est un choix de société qu'on doit faire. Est-ce qu'on veut protéger la diversité ou on fait juste en parler? Est-ce qu'on avait une autre question, M. Marin? C'est toujours sur le même sujet. Nous, au Parti libéral, on propose de faire une réforme de la loi sur les forêts, du régime forestier. Puis là-dedans, on garantit des contrats d'aménagement forestier sur une période à long terme de 5 ans pour les entreprises sylvicoles de la région. Il y a quand même beaucoup d'entreprises sylvicoles dans la région. Et puis là, dans le plan que vous proposez de faire, en éliminant les grands secteurs d'aménagement forestier, est-ce que vous n'avez pas envisagé, puis l'équivalent d'une scierie, quand on sait que la zone de protection du caribou se retrouve principalement au Gaspésie, avec la situation de cette dernière, déjà économique, qui est assez dévitalisée, vous ne trouvez pas que c'est payé cher pour agrandir ce territoire-là de manière peut-être un petit peu trop exagérée, parce que à l'échelle du troupeau de caribou qui reste à l'heure actuelle, donc autour de 35-40, le territoire proposé n'est pas nécessairement justifiable là, pour sauver les caribous actuellement. Puis il y a des projections dans le futur de ces territoires-là qui ne tiennent pas compte non plus des changements climatiques. D'ailleurs, les spécialistes ne s'entendent pas tous sur ces scénarios-là. Donc, est-ce que c'est pas un peu prématuré de vouloir sacrifier autant d'économies dans le secteur de la Haute-Gaspésie sur des analyses qui sont encore
somme toute non complète et donc questionnable. Ben, écoute, il y a une dizaine d'années, on avait une centaine de plaques de caribou, on en a 34 maintenant. Est-ce que c'est exagéré de vouloir protéger est-ce qu'on va trop vite, est-ce qu'on exagère quand on veut protéger cette population-là qui est en déclin comme ça? C'est sûr qu'il y a de l'incertitude avec les changements climatiques, mais c'est pas parce qu'on a de l'incertitude qu'on va attendre qu'il soit complètement éliminé. Alors, je pense que c'est le même raisonnement qu'on pourrait faire pour d'autres populations animales ou des populations de fleurs et de faune qui sont en train de disparaître. Alors, je pense que la commission indépendante est constituée par des experts, des gens qui se sont basés sur la science et les données probantes pour pouvoir déterminer et proposer l'air qu'il faut pour pouvoir réellement réussir et pas juste en parler. Alors, c'est pour ça qu'on appuie vraiment cette position-là. Monsieur Sainte-Croix? Merci. J'aimerais entendre de façon plus générale mon collègue du Québec solidaire sur sa vision du développement économique et touristique de la Haute-Gaspésie. De façon générale? De façon générale. Écoute, on a un pays magnifique en Gaspésie qui mérite d'être préservé d'abord pour pouvoir attirer justement le tourisme et le caribou en fait partie, entre autres. Et c'est clair qu'on va faire tous nos efforts pour que tous les aspects de tourisme de la Gaspésie puissent être mis en valeur. Donc, clairement, le tourisme et d'été et d'hiver, le tourisme en forêt, le tourisme sur les côtes, le tourisme sur les plages, le tourisme en mer. Bref, tout ce qui peut permettre de montrer au monde la diversité et la beauté de notre coin de pays. Clairement, on va investir là-dedans. Du point de vue économique, de façon générale, Québec solidaire, c'est un admirateur de la créativité de la population. Québec solidaire se base sur une démocratie participative. Donc, créer tous les environnements nécessaires pour que les gens puissent permettre de développer leur initiative, leur créativité, leur capacité de se mettre ensemble pour bâtir des choses. Puis la Gaspésie est très bonne là-dedans. Merci. Madame Mélenchon? Sur un tout autre ordre d'idées, en fait, on est plusieurs à souhaiter que les gens plus fortunés payent leur juste part en impôts. Mais là où on a eu de la difficulté à suivre Québec solidaire dans les dernières semaines avec la taxe qui a été appelée la taxe orange, en fait, la surtaxe pour les personnes plus riches, vous avez eu besoin de revenir sur votre annonce parce qu'il y avait des choses mal ficelées dans cette proposition-là. Vous savez qu'on a des agriculteurs, oui, en Haute-Gaspésie, mais on a aussi des pêcheurs. Et ces gens-là, avec leur équipement, leurs bateaux et tout ça, les actifs montent assez rapidement. Mais ce n'est pas tous des gens fortunés, on le rappelle bien. Donc, ces gens-là, est-ce qu'ils sont considérés comme des ultra-riches? Est-ce que les travailleurs autonomes sans régime de retraite sont aussi considérés parmi votre proposition? Les gens avec un régime de prestations déterminé. Donc, bref, qu'est-ce que vous prévoyez pour tous ces gens-là qui sont considérés dans votre catégorie de gens ultra-riches, mais qui font déjà leur juste part? Oui, bien, Québec solidaire, effectivement, c'est un parti qui est à l'écoute de la population. Et effectivement, il y a eu des précisions qui ont été données. Comme toutes les terres agricoles, tous les bateaux de pêche ne seront pas tout comptabilisés dans la somme de l'avoir net des gens. Alors, on parle d'avoir net, on parle des gens qui ont un avoir net d'1 million et plus. Donc, ça concerne à peu près 5% de la population. Je veux dire que 95% de la population n'ont pas à s'inquiéter de ça. Puis, dans les gens qui ont un avoir net de 1 million à 10 millions, l'impôt qu'ils vont avoir à payer, c'est 1 millième de cette somme-là, c'est-à-dire 0,01%.
Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a déjà plus d'1 million en termes d'avoir net, encore toujours la même chose qu'on parle, ça veut dire que si tu as une maison d'1 million, mais que tu as une hypothèque de 750 000 dessus, tu n'as pas un avoir net d'1 million, tu as un avoir net de 250 000. Donc, les gens qui ont cet avoir net de 1 million vont payer 100 $ par année. Je ne pense pas que quand tu as un avoir net de 100 millions, que c'est une grosse somme. Puis, il va falloir que tu te rendes jusqu'à 10 millions pour payer le 1 %. Donc, même la personne qui a un avoir net de 9 millions va payer 900 $ par année. Je ne pense pas qu'on exagère. Puis, ce n'est pas une mesure révolutionnaire. Il y a plusieurs pays dans le monde qui ont la même chose. Ce sera la même dernière question pour M. Bonny-Vigé en terminant. Moi, j'aimerais avoir l'opinion de M. Vigier sur le fait que votre plateforme électorale a évolué depuis la dernière élection. C'est-à-dire qu'on voit un net glissement vers un discours qui vise la classe moyenne élevée. Et puis, sur le site de votre parti, il y a même des partis, des fondements qui avaient été écrits par les fondateurs du parti, Mme David et M. Kadir, qui ont disparu. Comment vous nous expliquez ça? Il y a des discussions et des opinions qui ne sont plus nécessairement facilement accessibles, j'en conviens, mais les valeurs fondamentales du Parti Québec solidaire, son programme, n'ont pas nécessairement changé, sauf au moment des congrès. Quand les militants et militantes, les membres de Québec solidaire influencent le parti pour pouvoir justement le faire vivre au rythme du développement de la vie. La vie, c'est pas statique, ça change tout le temps. C'est pour ça qu'on a comme valeur fondamentale la démocratie participative. Donc, on écoute ce que les gens disent, et si on a des meilleures idées que celles que l'on a, on les inclut, tout simplement. Mais c'est un parti qui est vivant, et c'est clair qu'il faut s'attendre à ce que les choses changent. Si je suis élu comme député, c'est clair que je vais revenir vous rencontrer régulièrement et qu'on va discuter de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, puis de ce qui va se passer à la prochaine session. Puis on va influencer les positions du parti collectivement. C'est comme ça qu'on a une vraie démocratie participative. Alors, merci, M. Bonny-Vigé. Ceci met fin à votre période sur le grill. Alors, on passe à M. Sainte-Croix, qui était le prochain en liste. Alors, je vais débuter le bal. On sait que l'inflation a fait mal. Les soins de santé en Haute-Gaspésie, souvent on doit se déplacer à Rimouski puisqu'on n'a pas toutes les spécialités ici. Le logement, c'est une problématique. Bref, tout ce plat de bonbons-là, de problématiques, sont vécus par tout le monde. Mais j'aimerais vous entendre plus spécifiquement comment on améliore ces situations-là pour nos aînés ici en Haute-Gaspésie pour leur permettre d'avoir une retraite plus paisible et plus à la hauteur de ce qu'ils méritent. Merci pour la question, c'est très pertinent. On comprend que c'est des enjeux qui touchent l'ensemble du Québec, hein, l'ensemble des Québécois, des Québécoises. On comprend aussi que les gens de la Gaspésie, particulièrement les gens ici de la Haute-Gaspésie, sont touchés par ces phénomènes. Ce qu'on a vu dans les dernières années au niveau de ces phénomènes-là qui prennent de l'ampleur et qui ont un impact direct dans la vie, hein, le quotidien de nos citoyens, nos citoyennes, bien, nous, à la CAQ, on a pris des engagements au niveau de la campagne actuelle. On est allé avec une première mesure qui est le bouclier anti-inflation. 3 éléments à retenir pour l'ensemble, dans le fond, de la population. D'une part, on va procéder à une baisse d'impôts historique au niveau du Québec avec, sur un terme précis qui va amener une baisse historique et qui va mettre de l'argent dans les poches des Québécois à ce niveau-là. On a aussi proposé un gel au niveau des coûts gouvernementaux fixé à 3 % nonobstant l'inflation. On a aussi enfin une mesure spécifique pour nos aînés à faible revenu avec un crédit qu'on a augmenté à 2 000 $. Moi, je pense que ces mesures-là sont des mesures concrètes, réelles, qui touchent l'ensemble des Québécois et qui touchent le quotidien de nos citoyens et de nos citoyennes. La question du logement. La question du logement est un enjeu national, un enjeu qui touche encore une fois l'ensemble des secteurs démographiques. Et puis en Gaspésie, comme ailleurs, on a aussi des enjeux très précis à ce niveau-là. Il y a des mesures actuellement qui ont été mises en place au niveau de faciliter
en termes au niveau des municipalités, la question de l'accès au logement, la question de devenir plus participatif, d'avoir un impact plus important au niveau de la mise en chantier des projets de logement. Il y a une question au niveau de l'inflation qui fait en sorte que les coûts sont en augmentation. Donc ça, c'est des éléments qui, nécessairement, avec lesquels il faut conjuguer dans les années à venir. Mais on a une ferme intention, nous, de continuer à investir dans cette dynamique-là, supporter les initiatives locales, régionales au niveau du logement et accompagner nos promoteurs dans cette dynamique-là. Parler de la santé, là aussi, des situations concrètes, des situations qui touchent le quotidien des gens. Particulièrement ici en Haute-Gaspésie, on a investi au niveau de notre premier mandat, pour le rappeler, un premier mandat, au niveau de la santé, au niveau de l'infrastructure, ici à Saint-Anne-des-Monts, au niveau de l'hôpital. On investit énormément de temps et aussi d'argent au niveau de régulariser la question des services préhospitaliers, les paramédics, donc d'amener une meilleure qualité de service en termes d'horaire, une meilleure qualité de vie qui tourne autour de tout ça. On a des projets de garderie qui sont sur la table ici au niveau des enfants, donc on va supporter ces dynamiques-là, on va accompagner et faire en sorte d'amener des places en garderie, chose qui est très importante aussi pour l'ensemble des composantes, de venir, de s'installer, de profiter, de travailler et de faire en sorte de s'établir sur le territoire. Ça, c'est quelque chose qui est réel, c'est quelque chose qui touche le quotidien des Gaspésiens, des Gaspésiennes, et c'est quelque chose qui me tient à cœur, moi, personnellement. Ces mesures, oui. Oui, bien, pour qu'on puisse avoir le temps de poser d'autres questions. On est déjà dans 5 minutes. Désolé. Je comprends votre élan. J'en avais à dire. Monsieur Bonivier, vous avez une question. Ensuite, Mme Mélenchon, vous avez manifesté votre intention. Donc, Monsieur Bonivier, à vous. Alors, vous le savez, Gabriel Nadeau-Dubois est venu 2 fois ici en Gaspésie. Mme Massé était ici encore la semaine dernière. Par contre, on n'a pas vu M. Legault depuis le début de la campagne. Et on ne l'a pas vu du tout pendant la campagne de 2018. Est-ce que ça ne reflète pas un certain manque de considération de la CAQ pour les régions et en particulier pour nous? D'autre part, le ministre de la Santé propose de créer une agence Santé Québec, une espèce de grande agence qui va opérer l'ensemble du système de santé, un peu en dehors du ministère de la Santé. Comment est-ce que votre parti peut prétendre prendre les bonnes décisions pour la Gaspésie alors qu'ils sont un peu absents et que pour permettre aux populations locales d'avoir une influence sur les problèmes que connaissent notre système de santé? Merci pour la question. Ça me permet d'aborder, dans le fond, d'une part, notre réelle volonté de continuer dans le sens qui a été évoqué dans les 4 dernières années. On comprend aussi qu'on a eu un phénomène pandémique qui a fait en sorte que notre aire d'aller, notre volonté a été un peu ralentie, mais je rappellerai à l'ensemble des citoyens, des citoyennes, particulièrement de la Haute-Gaspésie, qu'on a un plan en santé, qu'on a une volonté réelle d'aller de l'avant avec des investissements qui touchent le quotidien des citoyens et des citoyennes, nommément de la Haute-Gaspésie. On a dit, je l'ai dit d'entrée de jeu, on a investi des sommes majeures, des sommes importantes dans l'infrastructure de la santé, chose qui avait été négligée de nombreuses années par nos gouvernements prédécesseurs. On a investi, comme je vous l'ai dit aussi, dans le quotidien des services préhospitaliers, chose qui était passablement problématique depuis quelques années. Madame a fait état d'une réalisation au niveau des services de dentisterie. Bien ça démontre à quel point la CAQ a été capable de penser en dehors de la boîte, en dehors du système, pour arriver avec des solutions concrètes, je le répète, qui touchent les citoyens et les citoyennes, qui ont fait ses preuves, et c'est des citoyens et des citoyennes qui ont maintenant accès à des services, chose qui était plutôt rare de ce que j'ai compris dans les dernières années à ce niveau-là, encore une fois avec des coupures monumentales dans le système, autant par le Parti libéral que le Parti québécois. Ça, nous, on a pris ça à bras-le-corps et on est arrivé avec des solutions concrètes, en dehors de la boîte, mais qui portent des résultats. Et on est très fiers de ça. Alors, il y avait Mme Mélenchon, M. Bouchard ensuite et M. Marin par-dessus. Bien, en tout cas, votre plan santé, on pourrait reprendre toutes les promesses qui n'ont pas été respectées de 2018 puis refaire un copier-coller pour ce plan-ci parce qu'on pourrait en parler longtemps. Puis votre clinique bucco-dentaire, elle a été annoncée à Gaspé, pas à Saint-Anne-des-Monts, pour une clinique ouverte à Saint-Anne-des-Monts. Et c'est un projet qui a été piloté par le CIS et la communauté. Donc, la CAQ n'a pas à, justement, encore une fois, s'approprier les gains. Je voudrais seulement aussi rappeler, en termes de logement, là,
Il y a une autre promesse rompue de la CAQ, c'était de livrer 15 000 logements sociaux. On est à peu près à la moitié, même pas, puis c'est pas tous en chantier, ce sont seulement annoncés. En plus de ça, la CAQ a décidé de sabrer dans le seul programme qui était dédié au logement social au Québec, un programme du Parti québécois qui s'appelle Accès Logis, et que tous les groupes en habitation, dont le Frappé, présentement, sont très inquiets de voir qu'aucune somme a été investie et que la ministre André Laforêt a l'air même de vouloir faire disparaître au profit de votre nouveau programme Habitation abordable qui inclut le privé, encore la notion du privé. Il y a eu de la négligence dans ce programme-là. Et encore une fois, je me suis battue pour qu'on ait une législation ou un encadrement des pratiques Airbnb et votre gouvernement n'a rien voulu savoir. Donc, beaucoup de projets sur la table à Sainte-Anne-des-Monts et dont avec des OBNL. Est-ce que vous allez rouvrir le programme Accès Logis et faire en sorte que ces unités-là soient lancées dans le programme Accès Logis dès la première année de votre mandat? On va travailler différemment, chers collègues, dans le sens où on a une idée différente de l'accès au logis. On veut faire appel au privé, considérant que le privé a des compétences, des moyens et a, l'habitude de ce genre de chantier. L'idée n'est pas de privatiser la question, l'idée est de faciliter par des partenariats d'affaires, par des investissements, l'accès et la mise en chantier. Je me répète, on a des échéanciers serrés, on a des enjeux de main-d'œuvre et il y a une notion d'inflation qui vient modifier la donne actuellement, autant pour le privé que pour le public. Notre souhait, c'est d'aller de l'avant avec des projets concrets. On a réalisé dans le cadre de la pandémie, il faut le dire, parce que je pense que les gens réalisent à quel point ça a eu un impact dans l'ensemble de la démarche gouvernementale. Plus de 50% de notre promesse d'origine, et on va continuer à aller de l'avant dans ce projet-là, assurément au bénéfice des Gaspésiens et des Gaspésiennes. Donc, Accès Logis, aucune... c'est parce qu'on n'a pas eu d'engagement, là. Accès Logis, il n'y a rien qui va passer là-dedans en Gaspésie, on a une autre façon, logement social. On a une autre façon de voir les choses et on va aller de l'avant concrètement. Merci. Monsieur Bouchard, vous aviez une question, alors je vous donne la parole. Oui, moi, c'est pas bien compliqué. C'est juste parce que ça me concerne un peu indirectement. Puis, on en a parlé un peu tantôt. Par rapport à la fameuse COVID, etc., là, nous autres, c'est sûr, de notre côté, on est un peu plus débrochois, responsabiliser chaque individu. On s'enlignerait comment avec un autre gouvernement, ça va être encore une 12e, une 13e vague. Il y a beaucoup de personnes qui ont été tannées. On parle des confinements, etc. Là. Nous autres, on en a vu des personnes âgées. J'étais allé en chercher. C'était pas drôle. C'était vraiment triste. Comment on va gérer ça pour essayer d'éviter le plus possible tout ce problème-là qu'on a vécu pendant 2 ans, on en a pas mal? C'est quoi la question, M. Bouchard? La question, c'est par rapport à on va sûrement s'enligner vers une 6e, 7e, 8e vague. Et comment le gouvernement, la CAQ, durant les 2 dernières années, qui a jonglé avec ça, là, avec on confine plus, on met des masques, on met plus de masques, ça dépend de la température qu'il nous fasse. Là. Comment ça va marcher si on va encore enligner vers ça? Il y a des doses de rappel qui s'en viennent pour ça. Il y a plusieurs personnes qui sont tannées du confinement, des masques, etc. Si on s'en est encore avec un gouvernement de la CAQ, ça va ressembler à quoi? Je suis surpris un peu de votre question dans le sens où je n'ai pas été informé de l'approche ou de l'arrivée imminente d'une autre vague qui pourrait faire en sorte qu'on ait une approche contraignante à ce niveau-là. Honnêtement, je ne sais pas trop de quoi vous parlez, très honnêtement. Ceci dit, je pense qu'on a eu des mesures préventives, des mesures de faire en sorte de limiter les dégâts autant que faire se peut. Mais ceci dit, très honnêtement, là, je ne sais pas trop de quoi vous parlez là, pour les prochaines semaines au niveau de la pandémie. Là. Tant mieux si la COVID va prendre fin dans les prochains jours. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être contents et vont être capables de profiter de leur petite famille, de leurs petits-enfants. Je pense que c'est déjà le cas depuis un petit bout. S'ils vont être obligés de mettre un masque pour entrer dans des endroits masqués ou pas. Je pense qu'il y a toujours une notion de prévention qui est bienveillante, puis on n'a aucun problème avec ça, bien au contraire, mais à l'approche d'une pandémie,
J'ai aucune idée de quoi vous parlez, là, très honnêtement. Alors, on avait une autre question. Donc, Non, mais c'est correct la prévention, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui étaient pas heureuses dans leur maison toute seule parce qu'ils ne pouvaient pas voir leurs petits-enfants ou leurs enfants. Fait que c'est juste par rapport à ça. Ce n'est plus le cas depuis très longtemps. Je suis dans le domaine, je suis bien placé pour le dire, mais je pense qu'il faut être capable de doser ça un peu aussi. Je me répète, mais ce n'est plus le cas depuis très longtemps. Merci, M. Bouchard. On pourrait revenir pendant votre période sur la ville. M. Marais, vous avez une question pour oui. M. Saint-Croix? Donc, comme je le disais précédemment, au Parti libéral, on veut réallonger, stabiliser les contrats pour les entreprises en travaux sylvicoles. Puis sur le territoire du comté de Gaspé, il y en a comme 5. Ça concerne des centaines d'emplois. Et puis, dans le dernier mandat, la CAQ a introduit des nouvelles manières d'attribuer les contrats sylvicoles qui déstabilisent, qui insécurisent et qui amènent aucune prévisibilité pour les entreprises sylvicoles du territoire. J'aimerais vous entendre à ce sujet-là, savoir quelle importance pour vous ces emplois-là, qui sont les gens qui aménagent les forêts de la Gaspésie, comment vous les considérez quand vous proposez de telles mesures de déstabilisation? Alors, M. Saint-Croix, il reste 45 secondes pour répondre à la question. Bien, je remercie mon collègue de la question. Honnêtement, écoutez, j'ai rencontré là, dans les dernières semaines plusieurs entrepreneurs, plusieurs travailleurs, plusieurs élus de la région au niveau municipal, au niveau des MRC, pas plus tard que cet après-midi, encore une fois, ici à Sainte-Anne-des-Monts, au niveau de la MRC. Aux dernières mémoires, il y a quelqu'un quand même de bien placé au niveau de la foresterie au sein des élus. Je parle du préfet lui-même. Et puis, on n'a jamais eu la chance de discuter de ces supposées problématiques-là. Je suis un peu surpris. Non, mais je suis un peu surpris de votre question, au sens où ça ne semblait pas être un enjeu à ce point critique, considérant qu'on n'a pas eu nécessairement des discussions très, très poussées sur le sujet. Donc, je suis un peu surpris de la question, honnêtement. Ben, vous n'êtes pas au courant, c'est ça? Je ne dis pas que je ne suis pas au courant. J'ai dit que les gens de la région qui sont concernés par l'activité forestière il y a des centaines de personnes ne semblaient pas être alarmistes comme vous l'êtes ici aujourd'hui. Je suis gestionnaire d'une de ces entreprises-là. Je sais de quoi je parle. Merci beaucoup, M. Saint-Croix. Ça m'a fait plaisir. M. Bouchard, c'est à votre tour d'être sur la grille. Alors, je vais débuter le bal en vous posant une question. Tantôt, on en a un peu abordé avec les questions des autres candidats. Alors, sur le développement de la Haute-Gaspésie, on a entendu parler beaucoup de tourisme. J'aimerais vous entendre, vous, quelle est votre vision globale sur le développement économique? Sur quel secteur d'activité est-ce qu'on devrait miser en Haute-Gaspésie pour se développer économiquement? Ben, c'est sûr que je suis pas au fait de tous les gros enjeux, là, évidemment. Là, je suis pas dans le domaine depuis longtemps. C'est sûr que c'est quelque chose que je vais me pencher si je t'ai vu le 3 octobre. On ne se cachera pas, la Gaspésie, overall, c'est une belle place pour plusieurs points. On parle de ressources naturelles, de tourisme. C'est des gros points qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de la ville pour utiliser, que ce soit le Mont-Albert, les chic-chocs ou le skido en arrière de votre coin. C'est sûr que je pense qu'il faut essayer de mettre l'emphase sur les gros points, qu'est-ce qui est attrayant pour les autres, toutes les autres personnes au Québec, pour qu'ils viennent ici, mais aussi pour les Gaspésiens, les Gaspésiennes qui puissent profiter aussi de leurs ressources, mais en essayant d'exploiter le plus possible ces points-là, en apportant, comme tu dis, favoriser l'accès pour les touristes qui viennent profiter des beaux endroits, des beaux terrains de jeu qu'on a, que vous avez aussi en Haute-Gaspésie. Je n'ai jamais vraiment profité, je vais être franc de vous, là, je suis pas mal plus. Je travaille pas mal tout le temps, fait que j'ai pas grands amusements côté plein air de ce côté-là. Mais je sais par des amis, tout ça, qu'il y a des beaux points là-bas, qu'il faut essayer de mettre l'emphase là-dessus le plus possible. Mais c'est beau mettre l'emphase, développer, et ça prend quand même de la main-d'œuvre. Hein. Bien beau dire qu'on va développer, puis qu'on va
on va ouvrir une autre montagne, qu'on va aller chercher le bois dans la forêt ou bien le pétrole ou whatever quoi, là. Si on n'a personne pour les exploiter, la rentabiliser, on en vient au point de départ. Je pense que c'est d'aller essayer de chercher le plus possible la main-d'œuvre voulante, qualifiée, prête à développer ça. Puis rendu là, ben, on va faire le plus qu'on peut pour respecter les gens de la Haute-Gaspésie, les Gaspésiens, pour faire avancer le plus possible notre belle région. Alors, M. Sainte-Croix, ensuite Mme Mélenchon, puis M. Marin. Merci, monsieur. Alors qu'il était animateur au FM 93 à Québec, M. Duhem avait affirmé « La Gaspésie, ça ne fonctionne pas. Il y a beaucoup trop de distance et trop peu de population. Ni assez de ressources locales pour justifier les subventions qu'elle reçoit présentement. Il faut que la Gaspésie arrête de demander au reste du Québec de la faire vivre. » Ça, c'est une citation en bonne et due forme du chef Duhem. Il avait même acheté le nom de domaine www.fermonslagaspésie.com. Qu'est-ce que vous pensez, M. Bouchard, des propos de votre chef lorsqu'il dit qu'on doit fermer la Gaspésie? Ben, honnêtement, moi, j'ai pas trop suivi cette partie-là dans le temps. Là. Je suis pas un gros amateur de radio, etc. Mais de qu'est-ce que lui avait dit ça, ça fait je sais pas combien de temps. Je sais pas si vous pouvez me rappeler la date qu'il a dit ça. Là. Ça doit faire plus que 2 ans, certains. Mais moi, c'est sûr, je viens de la Gaspésie. Fait que c'est sûr, je vais toujours la débattre au plus haut point. On a des grosses ressources. Il y a moyen de l'exploiter, selon moi, plus qu'on pense. On serait capable d'être une belle région riche, monétairement parlant, oui, mais avec tout l'ensemble qui vient avec. S'il a dit ça, comme vous dites, moi, j'ai pas... C'est pas si, il a dit ça. J'ai pas eu de vent de ça. Mais c'est quand même spécial. Ça demande ses opinions. Chacun a ses opinions. Peut-être qu'il y en a qui vont dire qu'il faut fermer la Gaspésie. Moi, je dis que c'est une des plus belles places au Québec. On est bien, on est tranquille. On a un terrain de jeu grandeur nature, on a de l'eau, on a tout pour pouvoir profiter. Ça ne semble pas être le point de vue de votre chef. Il a le droit, c'est son opinion, ça fait longtemps, mais là, il dit clairement qu'il veut exploiter nos ressources pour rentabiliser notre Québec. Je pense qu'il a sûrement changé d'idée. Mais je pense que ça exclut la Gaspésie. Ça, on a compris. Oui, alors Mme Mélenchon, si vous voulez poursuivre avec votre... En tout cas, si vous voulez rouvrir le dossier des... J'ai pas compris ce que Stéphane Sainte-Croix a dit. J'ai dit que je pense que c'était pas l'avis de votre chef. Oui. Mais bon, on a débattu là-dessus, Mme Mélenchon. Vous pouvez poursuivre avec votre question. Oui, je vais commencer en disant que si vous voulez rouvrir le dossier des hydrocarbures, M. Bouchard, vous allez me trouver sur votre chemin. Mais c'est pas là-dessus que je veux m'entretenir avec vous. En fait, les enjeux en conditions féminines m'interpellent grandement. C'est une des raisons pour laquelle je fais de la politique. J'ai beaucoup lutté pour le financement des maisons d'hébergement qui ont attendu leur financement presque plus qu'1 an, en fait. Ensuite, les organismes qui œuvrent auprès des femmes de façon générale. J'ai aussi déposé une motion sur l'équité salariale. Le gouvernement de la CAQ s'était engagé à réviser la loi puis il ne l'a pas rouvert en 4 ans. C'est très malheureux. Et je voudrais savoir, en fait, parce que vous avez des candidats qui sont contre l'avortement dans votre équipe au Parti conservateur. Moi, cette montée-là de gens antiféministes et tout, que ce soit ici ou aux États-Unis ou ailleurs ou même dans le reste du Canada, ça m'inquiète énormément. Alors, je veux peut-être connaître votre position, si vous êtes pour ou contre l'avortement, et qu'est-ce que vous allez faire avec des collègues de votre caucus qui seraient contre l'avortement, si ce n'est pas votre cas. Ben moi, premièrement, ce qui se passe aux États ou dans le reste du Canada, ça reste un gros point, mais ça ne nous concerne pas présentement. Ça ne concerne moi, je vais pas. être avec vous, là, le point du parti, c'est libre chez nous. Moi, puis ça, je veux pas faire de mauvais jeu de mots, là, mais moi, j'ai une soeur, j'ai une petite fille. Moi, j'adore les femmes. J'ai absolument rien contre les femmes. J'ai tout le temps dit, peu importe, demandez-le avec vous voulez.
L'avortement, c'est le choix de la femme. Moi, je ne vais pas m'interposer dans quelque chose que je ne contrôle pas. C'est son corps à elle, c'est elle qui va prendre le choix. Si elle veut y aller, je vais l'appuyer. Si elle ne veut pas y aller, je vais l'appuyer. Je pense que, on a chacun nos opinions sur plusieurs points. Ça, c'est un gros point sensible, c'est normal. C'est très inquiétant. C'est pas normal, M. Bouchard. Ce n'est pas normal. C'est sûr que ça m'interpelle un peu parce que je ne veux pas tout que quelqu'un oblige quelque chose. Fait que moi, jamais je vais obliger ça. Puis même si peut-être je me ferais pas d'amis, puis c'est pas ça c'est pas ça le point, mais quand même que sur les 125 candidats conservateurs, s'il y en a 124 de pour, ben tant mieux pour eux autres, mais moi, c'est non, mais c'est parce que là, vous comprenez le principe de l'Assemblée nationale, M. Bouchard. On peut pas vous rassurer. C'est difficile parce que vous êtes à distance, là, très difficile de débattre de cette façon-là. On aurait bien aimé vous avoir parmi nous. Mais ce que je dis, c'est que 124 députés pour et contre, qu'il y a seulement vous, là, ben, ça fait en sorte que ça passe, ce projet de loi-là, si un gouvernement conservateur prend le pouvoir au Québec. Donc, les droits des femmes ne sont pas du tout, sont pas protégés présentement, là. On peut avoir un recul à tout moment, justement, si on fait élire un gouvernement du Parti conservateur. Et je ne suis pas très encouragée de voir que vous seriez proche de collègues qui sont contre l'avortement et vous seriez confortable avec ça. Alors, M. Bouchard, vous vouliez rajouter un petit mot. Voulez-vous rajouter un petit mot là-dessus ou on passe à la question suivante? Oui, je voulais juste dire que, être proche ou pas, chaque personne a ses opinions. Allez-vous protéger le droit des femmes? C'est ça la question. C'est le droit des femmes dont il est question. Mais c'est un débat, je pense qu'au Québec, ils sont tous réglés. Je pense pas que la question est de réouvrir ça. Les femmes ont le droit à leur liberté, ont le droit à leur choix. Je pense que c'est pas dans les... Anyway, de ce que j'ai à force de parler avec les candidats à gauche et à droite au niveau du parti, c'est pas vraiment un débat qui mérite d'être ouvert. Je pense que c'est réglé, la femme décide de son corps, décide si elle se fait avorter ou pas. Je pense qu'on a beaucoup d'autres chats à fouetter que d'essayer de réouvrir quelque chose qui est réglé. En 2022... Ce n'est pas la position de votre parti, M. Bouchard. En avant, les femmes, c'est en haut. Fait que moi, il n'y a pas de stress avec ça. Puis, je suis sûr que je vais être capable d'en faire changer d'idée s'il faut. Monsieur Marin, c'était vous la prochaine question, puis Monsieur Vigée en terminant. Oui, M. Bouchard, j'aimerais vous entendre sur la question des hydrocarbures parce que nous, au Parti libéral, on a des projets pour électrifier, pour arriver à la carboneutralité dans les prochaines années. Puis vous, au Parti conservateur, vous voulez relancer les projets d'exploitation d'hydrocarbures, de gaz naturel liquéfié. Vous ne trouvez pas que c'est un peu incohérent avec la situation environnementale et écologique de la planète? Ben, moi, je pense que tout peut se faire si c'est fait. Non, mais vous connaissez le principe des GES. Un certain respect de l'environnement, de tous et chacun. On a vu, tu sais, je suis contracteur, j'ai accès à des outils à batterie en masse. Là. On utilise l'électricité beaucoup, les batteries, tout ça. Puis on le sait tous que quand ça pogne le froid un peu, je pense qu'avec le désastre de l'autoroute, si on aurait tous eu des chars électriques, je pense qu'il y en a une couple qui n'aurait pas trouvé ça drôle. Il aurait été s'acheter un char à gaz assez rapidement. Je pense pas qu'il il veut réouvrir, il veut exploiter ça. Je pense que c'est une bonne ressource. Mais je pense qu'il y a moyen de le faire intelligemment en incluant l'électricité à travers ça. On est une province riche, on est en Gaspésie, on est riche aussi en pétrole. Je pense que si c'est fait intelligemment, avec l'équilibre, être capable de doser chaque chose quand il le faut, je pense que ça peut juste être bon pour tout le monde. Ça va éviter qu'on va le chercher ailleurs, ça va faire travailler tout le monde ici, ça va faire avancer notre belle région, ça va faire avancer le Québec overall. Oui, mais vous savez que la Gaspésie s'est prononcée contre. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale en Gaspésie pour les hydrocarbures.
On a fait une loi à la CAQ là, sur la chose. Ben, je On a mis pense le que... cadenas là-dessus. Ah, On a mis le cadenas là-dessus. pardon? On a fait une loi. On a mis le cadenas sur la chose. Là, le cadenas, pas de là trop fort, monsieur. Ouais, avec des compensations pétrolières. Je pense que c'est quelque chose à évaluer. Puis si la majorité est pour, puis ça peut être bon pour tous les Québécois, tous les Gaspésiens, toutes les Gaspésiennes, tu sais, pourquoi pas le faire intelligemment? On n'a pas dit qu'on allait tout vider, puis qu'on allait remplir, puis faire virer les choses dans le vide pour rien. Là, je pense qu'il faut pas le négliger. L'électricité, c'est une belle alternative, c'est une belle ressource. Mais moi, je pense que si on enlève les hydrocarbures et on met des ambulances électriques, ça se peut qu'il y en a qui attendent pas mal plus longtemps qu'un horaire de faction pour l'ambulance. Vous faites peur au monde, M. Bouchard. Monsieur Boniviger, ça serait à vous la dernière question. Monsieur Bouchard, vous aurez environ 45 secondes pour répondre à la question. J'aimerais parler de garderie. Vous savez, il y a des gens qui doivent quitter, des familles qui doivent quitter la région parce qu'ils n'ont pas de place en garderie. Il y a d'autres familles qui s'appauvrissent parce que la mère ne peut pas retourner travailler, c'est souvent les mères. Et vous proposez de retirer le financement public des CPE, des garderies, des services de garde pour le remplacer par une allocation de 200 $ imposable à prendre ça. Comment est-ce que ça va aider les familles gaspésiennes à trouver des places en milieu de garde dont elles ont besoin? Ben ça, moi je l'ai vécu directement là, avec mes deux enfants. Ça aide le parent, ça aide les parents à décider qu'est-ce qu'ils vont faire. Soit qu'ils vont décider de garder 200 puis prendre un sans-sol pour s'occuper de leurs enfants. Peut-être qu'ils vont décider de travailler partiel sans-sol, 2-3 jours semaine, de faire garder l'enfant par la grand-mère, le voisin les autres moments du temps, ou bien juste aller dans le privé ou dans les CPE. Je pense que c'est une belle alternative pour éviter de serrer et de contraindre certains parents, parce que quand tu n'as pas de place en garderie, que tu n'as pas d'argent, il faut que tu trouves la solution assez rapidement, parce qu'il faut que tu retournes travailler. Mais là, un petit 200 qui peut te permettre de dire, bon, ben c'est beau, j'ai un an, j'ai 2 ans pour m'en virer de bord. Merci, M. Bouchard. Un petit 200. Fait qu'au moins, pendant ce temps-là, ça sert beaucoup. Un petit Merci, 200. M. Bouchard. Ça met fin à cette période sur les grilles de Beaumont. Alors, M. Marais, vous êtes le dernier à passer sur les grilles pour une période de 15 minutes. Alors, je serai le premier à vous poser une question. On sait qu'en Haute-Gaspésie, on est une des régions qui est quand même parmi les MRC les plus dévitalisées au Québec. Le maire de Saint-Anne-des-Monts avait notamment fait une demande au premier ministre pour avoir une décentralisation des emplois de la fonction publique ici à Saint-Anne-des-Monts. Est-ce que vous pensez que cette solution-là est une des solutions pour aider à l'économie de la Haute-Gaspésie, ou bien on doit aller vers d'autres avenues? Ben, moi, vous savez, je crois que de toute façon, la solution qui avait été avancée par la CAQ était très peu efficace. Puis lorsqu'ils l'ont appliquée, ils en ont transféré quelques-uns des emplois de la fonction publique en Gaspésie dans la dernière année. Et puis la Haute-Gaspésie, qui est la région la plus défavorisée, en a pas eu aucun. Donc, je me dis, il y a quelque chose qui est bizarre dans cette attribution-là de la ressource transférée dans la proposition de la CAQ. Mais nous, au Parti libéral, ce qu'on propose, c'est la Charte des régions. La Charte des régions, c'est la décentralisation des pouvoirs vers la région. Donc, on veut que ce soit les régions qui nous disent qu'est-ce qu'ils ont besoin. Exemple, dans les projets, on veut implanter le réflexe qu'on appelle région au niveau des hauts fonctionnaires de la fonction publique centrale, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils ont une demande d'une région, ils doivent avoir le réflexe de dire ben, c'est une région, c'est pas comme un grand centre, juste avoir cette réflexion-là, d'avoir le réflexe. Et on veut aussi créer le secrétariat régional pour le développement avec un sous-ministre dédié, c'est-à-dire qu'il y a un sous-ministre qui va être attaché à ce secrétariat de développement-là et qui va devoir habiter la région. Donc, ce ne sera pas un sous-ministre à Québec ou à Montréal qui ne connaîtra pas la région, mais bien quelqu'un qui va habiter la région et
pouvoir donc réaliser et échanger avec les gens du milieu sur les besoins réels et concrets des Gaspésiens. Monsieur Bonnier-Vigé, au niveau... Oui. enchaîner avec votre question. Bien sûr. Alors, nous, à Québec solidaire, on propose une prise en charge à partir de la maison dès le premier appel pour une personne qui a un problème de santé ou un problème psychosocial. Et à ce moment-là, on serait capable de lui attribuer le bon professionnel de la santé pour faire cette prise en charge. Ça peut être une infirmière, un ergothérapeute, une physiothérapeute, quoi que ce soit. De votre côté, vous nous ramenez encore la bonne vieille recette de chaque personne doit avoir un médecin de famille. Ça n'a jamais marché. Comment est-ce que vous pensez que votre proposition va permettre de désengorger le système de santé? Bien, je vous dirais que ce n'est pas tout à fait comme vous dites. Là. Nous, la proposition, ça s'appelle Accès Santé. Dans le fond, la première ligne, c'est oui, il y a le médecin qui intervient, mais c'est un médecin qui est entouré d'une équipe multidisciplinaire. Et selon le besoin du patient qui va faire appel, il va être dirigé vers une ressource ou une autre. Puis on va intégrer dans ces équipes-là des super infirmières qui ont des compétences supérieures. Donc, le médecin, ça va le décharger rapidement. Et puis aussi, on veut mettre une priorité. Vous savez, ce qui engorge le système de santé actuellement, c'est prioritairement les soins pour les aînés, la santé mentale. Donc, nous, on veut prioriser dans une première ligne le traitement de ces gens-là par les médecins et les cas qui peuvent être référés, dans les cas de santé de gens qui n'ont pas ces problématiques, qui peuvent être référés à d'autres professionnels qui pourront les aider avec leurs problématiques. Ben, de cette manière-là, il va y avoir plus de médecins disponibles au prorata. Mais dans tous les cas, vous passez par le médecin. Oui, ça demeure le médecin la porte d'entrée du système, et puis on croit que c'est des professionnels qualifiés, vous devez en savoir quelque chose. Monsieur Sainte-Croix. Merci. Merci, monsieur. Pour le bénéfice de mon collègue du Parti libéral et pour les électeurs et électrices, là, en date de juin 22, ça date quand même pas de si longtemps, on a procédé, nous, à la CAQ, à la régionalisation de 77 postes en Gaspésie et aux îles de la Madeleine depuis 2018. Ces chiffres ne comptent pas en compte les efforts d'Hydro-Québec à la grandeur de la province où on parle de plus de 300 postes régionalisés. Pour le bénéfice de nos électeurs, la Haute-Gaspésie a reçu sur les 77 postes, 29 postes en région ici, au niveau de l'État québécois. En avez-vous parlé au maire, parce que le maire est au courant? On en a parlé au maire pas plus tard qu'en début de semaine. Il a décrit et ça encore sur la place aujourd'hui. publique. Il a fait des sorties sur la place publique pour ça. Les chiffres sont là. Les chiffres, 29 postes en les Haute-Gaspésie chiffres, moi, je vois pas des sur personnes avec des 77. chiffres, là. 29 sur 77. Je vois pas de personne avec des chiffres. Là. 29 sur Êtes-vous capable de nous donner 77 des postes ici. précis? Êtes-vous capable de nous donner des postes précis? S'il vous plaît. Peut-être Madame Mélenchon, vous vouliez enchaîner avec une question. Ben, j'aurais aimé savoir c'est quoi la liste des postes, là. On nous parle de 29 postes. Et Malheureusement, où ils j'ai sont pas la liste localisés? des Où ils postes. sont localisés? En Haute-Gaspésie, Oui, mais où? ce que nos notes Dans quel nous emploi? disent au niveau de l'État Les québécois notes. depuis 2018, 29 postes sur les 77 sont ici en Ben, Haute-Gaspésie. on les a pas vus. En tout cas, c'était quand même la priorité de ce maire-là de Saint-Anne-des-Monts. Puis le bureau gouvernemental a été choisi encore dans un endroit où il y a moins de besoins. 29 sur 77. Oui, mais- D'ailleurs, Ici en D'ailleurs, cette Haute-Gaspésie. mesure-là, là, le maire de Saint-Anne-des-Monts l'avait mis dans ses engagements avant même que la CAQ la mette de l'avant, avant même que la CAQ y pense. Il avait Nous avons demandé ça au procédé gouvernement à du 29 des Québec. 77 Donc, postes On est loin des ici 5000. en Haute-Gaspésie. J'imagine, M. Sainte-Croix, que s'il y avait eu 22 postes de délocalisés en Haute-Gaspésie, je peux vous dire que le maire de Saint-Anne-des-Monts, là, Simon Deschênes, il suit ses dossiers vraiment de très près. Ben, vous irez lui demander, on l'a Ben, rencontré à on- 2 reprises dans la Ben oui, dernière ben, bien semaine. entendu, je lui ai Alors, je pense demandé. qu'on tourne en rond. Madame Mélenchon, vous aviez une question sur un autre sujet, peut-être? À qui, M. Sainte-Croix? M. Marin. Ben, en fait, comme vous êtes arrivé un petit peu plus tard là, dans la campagne électorale, on n'a peut-être pas pu vous entendre autant sur certains dossiers. Et j'ai lu que parmi vos priorités, vous aviez le développement de la région, la mise en valeur du territoire. Peut-être déjà nous expliquer qu'est-ce que ça comporte pour vous. Écoutez, oui, c'est vrai que je suis embarqué un petit peu le train en marche, mais mon Le expérience,
Le train de la campagne. Ah, Mais mon expérience est assez longue en développement régional, en création de richesses et d'emplois dans la région. Et puis, ma vision de la chose, c'est que, exemple, j'ai travaillé activement là, à la mise en place du projet de développement, du plan, de l'élaboration du plan de développement intégré des Chic-Chocs et de la Haute-Gaspésie. On est en train de travailler là-dessus. Ça, c'est un exemple de ma vision du développement. C'est-à-dire que moi, je vois que le développement d'une région, ça ne se fait pas par petits îlots, on donne un petit projet là, puis il a assez peur de le perdre, puis il n'en parle pas à son voisin. Non, ça se fait dans un grand ensemble. Les gens sont consultés, sont concertés de telle sorte qu'ils développent une vision commune et partagent un objectif commun. Ça, c'est du vrai développement durable. Ça, c'est le genre d'engagement dans lequel moi, Michel Marin, je m'implique. Donc, c'est comme ça que le gouvernement, puis avec la Charte des régions, le gouvernement, le Parti libéral, avec le chef Dominique Anglade, a cette vision-là que lorsqu'on donne le pouvoir aux régions de se concerter, d'établir ses besoins, eh bien là, on vient à développer des projets vraiment porteurs, durables, qui vont amener de la richesse, parce que le territoire de la Gaspésie, moi, à toutes les fois que je me déplace en Gaspésie, je suis comme subjugué par la richesse qu'il y a en Gaspésie, la beauté phénoménale, les richesses naturelles. Et puis, d'une région à l'autre, c'est pas tout pareil. Il y a des places qui ont plus de richesse, ou il y en a qui en ont moins. Mais dans l'ensemble, tout le comté de Gaspé mérite encore du développement de ce type-là, c'est-à-dire de la concertation, des projets mis en commun. Puis là-dessus... mais en sous-question, par exemple, la concertation, vous êtes d'accord? Excusez-moi, on a déjà une liste d'attente des questions. Ah, ok, mais c'était une sous-question. On y reviendra si on a le temps. Il y avait M. Bouchard qui m'avait signifié son intention. M. Bonnier, M. Sainte-Croix, vous serez le troisième. Si on a le temps, on continuera par la suite. M. Bouchard, rapidement, votre question. Au suivant. Pour moi, le train, je pense. On semble avoir perdu M. Ah non, Bouchard. je cligne les yeux. Il cligne, il est là. Est-ce moi? Oui, c'est à vous, M. Bouchard. Votre question pour M. Marin. Oui, c'est ça. Ben, je voulais savoir, pour un peu continuer dans la discussion qu'on avait tantôt, par rapport au gaz et tout. Si on prend exemple les camionneurs qui vont être obligés de recharger à toutes les 2-3 heures, puis si je parle plus précisément par rapport à mon domaine, l'ambulance, la Haute-Gaspésie, c'est comme Gaspé, c'est un grand territoire. Normalement, avec une bonne tankée, on est capable de faire un bon bout. Il arrive quoi si on s'en va dans le parc et on manque de batterie? Est-ce qu'on amène un booster pack, on amène un pack diesel pour nous recharger? C'est quelle solution pensez-vous qui pourrait être pas pire dans ces deux alternatives-là? Bien, la solution elle réside dans l'évolution des moyens. C'est-à-dire que ce qu'on propose, c'est de faire une transition énergétique avec des objectifs concrets, réels, appuyés par une technologie. C'est-à-dire qu'on ne dit pas demain matin, les hydrocarbures n'existeront plus. Il y en a de la production d'hydrocarbures suffisamment pour combler les besoins actuels. Nous, on dit ces hydrocarbures-là, ils sont producteurs de gaz à effet de serre, ils ont des impacts environnementaux à long terme, ils menacent les générations futures, ils menacent notre environnement quand même à assez court et moyen terme. Donc, il faut envisager des solutions pour remédier à cette situation-là. Donc, dans notre programme, on a le volet éco, qui est un projet de liquéfaction des gaz de l'hydrogène pour justement être applicable dans les transports de longue distance, les transports lourds, on peut penser aux bateaux, aux trains, notamment des transports par ambulance sur longue distance, ça pourrait être intégré là-dedans. On ne veut pas utiliser, à court terme du moins, l'hydrogène liquide dans les transports pour monsieur, madame, tout le monde, parce que là, l'électrification fait bien le travail. On est toujours en évolution là-dedans. Les capacités de batterie s'améliorent de jour en jour. Donc, c'est vers ça qu'on s'en va, monsieur Bouchard. On ne veut pas réouvrir des nouveaux puits de pétrole, puis se donner le luxe de s'asseoir sur nos lauriers et ne pas développer les nouvelles technologies. C'est ça une vision. C'est
opposition. C'est ça la vision d'un Alors, gouvernement essayez de se responsable. de ne pas parler en même temps, ça ne sert à personne. Donc, on va enchaîner, M. Bonnier-Viget, avec votre question, s'il vous plaît. Vous savez, Québec solidaire propose. Québec solidaire propose d'instaurer un mode de scrutin proportionnel, un mode de scrutin que la CAQ a d'ailleurs complètement relié après avoir promis de le faire. On se rend compte que le mode de scrutin actuel ne permet pas à tout le monde de sentir que son vote compte. Donc, ça permet parfois d'élire une majorité avec une minorité d'électeurs. Et c'est une atteinte à la démocratie. Pourquoi est-ce que le Parti libéral refuse de rendre le système électoral plus démocratique? Écoutez, moi, je suis pas... Je veux dire, c'est votre opinion de dire que c'est moins démocratique. Puis par contre, je consens à l'idée que les gens ne se retrouvent pas toujours dans les gouvernements qui sont élus. Par le système qui est en place, c'est certain qu'il va toujours avoir une partie de la population qui va dire, ben, je ne suis pas représenté, puis regarde, on a même eu un gros pourcentage de vote, mais le gouvernement a tombé à peu d'écart de l'autre côté. Ça peut créer des insatisfactions, c'est le système actuel. Est-ce que le système proportionnel serait si efficace que ça? Je ne vous dis pas que ce pas des questions qui peuvent être soulevées, étudiées, mais actuellement, on a un système démocratique qui fonctionne bien, qui a garanti l'évolution de notre société. Est-ce qu'elle pourrait évoluer plus vite? Je n'ai pas la réponse à cette question-là, mais nous, puis de tous les partis, je crois, là, actuellement, le Parti libéral est probablement le seul qui n'a jamais demandé à aller vers le vote proportionnel. Je pense que je suis exact quand je dis ça. Mais peut-être parce que les autres partis, souvent, se retrouvaient à faible pourcentage, je disais, ben, au moins, on aurait des gens qui pourraient participer au gouvernement. C'est légitime de penser ça, puis c'est légitime d'étudier cette question-là. Peut-être que notre démocratie évoluera éventuellement vers là, mais actuellement, le système démocratique en place, quand même, permet à notre société, je crois. Puis dans ce système-là, ben, c'est à l'électeur, en bout de ligne, dans la boîte de scrutin, de choisir. Puis ça va à la majorité des députés. Comme je dis, c'est pas parfait, mais bon, je trouve que ça a quand même permis un bon développement de la société. Puis là, que le CAQ ait changé d'avis, ça me Mais vous seriez pour surprend. un gouvernement essentiel? M. Sainte-Croix avait développé son droit de question. Merci, monsieur. Alors, M. Sainte-Croix, dernière question. Merci, elle sera rapide. 30 secondes. Vous avez parlé tantôt, mais monsieur Marin, de votre vision du déplacement en Gaspésie. Ben, parlez-nous donc de votre plan de transport en Gaspésie. Quelle est votre vision? En 30 secondes environ, je suis désolé, c'est Oui. là qu'il reste. Ben, nous, ce qu'on propose dans notre programme, c'est le transport en commun gratuit pour les étudiants et les personnes de 65 ans et plus. Donc, ça facilite beaucoup le transport en Gaspésie, en autant qu'on consolide le transport en commun en Gaspésie, qui est quand même, il y a des initiatives régionales qui ont été mises de l'avant. Ça fait quand même un certain travail, mais il reste du travail à faire pour améliorer ça. Donc les dessertes maritimes, c'est pas dans vos idées. Les dessertes maritimes, aériennes, ce n'est pas dans vos idées. La 132, les dessertes maritimes, je vous donnerais l'idée de peut-être l'étudier pour la traverse Lévis-Québec, là, parce qu'on a un beau gros fleuve, pas besoin de pont, pas besoin de... Ça aide pas les citoyens de la Haute-Gaspésie sur Québec-Lévis. C'est bon? Alors, ça met fin à notre période sur le grill. Alors, aux gens dans la salle, à messieurs, mesdames les journalistes, je vous inviterai à rester après le débat si vous voulez poser des questions, échanger avec les candidats, vous aurez tout le loisir de le faire. Là, on passerait aux allocutions de fermeture. Alors, on aura 2 minutes par candidat pour terminer avec ce débat. Alors, le hasard voulu que M. Bonnier-Viget soit le premier à son allocution de fermeture pour 2 minutes. Alors, je vous écoute. Alors, vous le voyez, depuis 16 ans, on a un nouveau parti au Québec qui s'appelle Québec solidaire, qui a commencé petit, qui a évolué, qui a grandi, qui a manifesté une opposition assez intense dans les 4 dernières années, qui a réussi, comme par exemple, à faire bouger des choses du gouvernement sur, par exemple, la fonderie Horn,
en Abitibi-Témiscamingue. Donc on voit que les candidats, les députés solidaires, même s'ils sont dans l'opposition, sont capables de faire bouger les choses. Québec solidaire est donc en pleine croissance. C'est une alternative réelle et vraiment solide pour être capable de remplacer le gouvernement, mais c'est à défaut de le remplacer, d'être certainement l'opposition la plus structurée qu'on puisse avoir pour empêcher une espèce de gouvernement qui pourrait prendre toutes les décisions parce qu'il n'y aura aucune opposition qui fonctionne. Alors, je me propose d'être votre représentant à l'Assemblée nationale et je m'assure que je vais défendre toutes les positions que malheureusement on n'a pas eu le temps d'entendre. Ça aurait été le fun d'entendre plus de questions de la population. Je vous invite, je vous donne rendez-vous soit le 25 et le 26 lors des élections anticipées ou le 3 octobre à voter massivement pour Québec solidaire. Alors, merci, M. Bonivier. Comme je le disais, les gens dans la salle pourraient vous entretenir avec les membres de notre panel par la suite. Alors, M. Marin, vous étiez le deuxième en liste pour votre allocution de fermeture. Donc, quand j'ai été sollicité par le Parti libéral pour être candidat à la présente élection et que Dominique Anglade m'a contacté, j'ai demandé un temps de réflexion. Il fallait que j'en parle avec ma famille, ma conjointe, mais aussi je voulais y penser sérieusement. Parce que c'est une aventure sérieuse, très sérieuse. Lorsque je l'ai rappelé pour lui faire part que j'acceptais de me lancer, je lui ai dit « Tu sais, Dominique, j'aime vraiment ça, vivre en Gaspésie. Je suis vraiment à ma place ici. J'aime la Gaspésie, mais après mieux réflexion, justement parce que j'aime ma région, je pense qu'elle mérite mieux que ce qu'elle a. Je suis d'accord pour représenter le comté de Gaspé dans cet objectif. Je sais que vous avez écouté attentivement ce soir. Je sais que vous voulez faire le bon choix parce que vous aussi, vous l'aimez, votre Gaspésie. Vous aimez y vivre. Je sais que vous aspirez à mieux pour notre Gaspésie. Je sais que vous souhaitez tous que vos enfants puissent revenir vivre en Gaspésie, près de leur famille, dans leur pays qu'ils aiment eux aussi. Je considère que le Parti libéral a, de loin, le meilleur programme pour répondre à vos attentes en ce qui concerne le développement régional. Mais au-delà des programmes et des partis, je sais que ce qui fait la différence dans les organisations, ce sont les personnages. J'ai eu très peu de temps pour me préparer à cette campagne, mais ceux qui me connaissent savent que j'apprends vite et qu'une fois en selle, je suis très engagé dans les causes que je défends. Je vous soumets, mes amis, que j'ai beaucoup d'expérience pertinente, beaucoup de connaissances, la formation, mais surtout toute la détermination nécessaire pour faire en sorte d'améliorer le sort du comté de Gaspé et de ses citoyens. Le 3 octobre, allez voter ensemble pour la Gaspésie. Alors, merci, M. Marin. M. Bouchard, à votre tour pour votre 2 minutes d'allocution de fin de débat. Oui, eh bien, moi je suis un gars de terrain. Moi, je suis un gars qui est probablement rentré dans plus de maisons que tous les candidats réunis. Moi, je suis quelqu'un qui est quand même proche de la population. Je veux pas, là, j'ai vu les bons moments, j'ai vu les pas bons moments. Je pense que j'ai tout été à l'écoute de mes patients, de tout le monde autour de moi, le plus possible. Je reste, comme j'ai dit, je reste authentique, je reste moi, je veux pas jouer de game, c'est comme ça que je suis. C'est sûr et certain que ça va être une chose là, c'est un gros moment qui s'en vient. Mais je pense qu'avec le Parti conservateur qui a pas mal beaucoup de membres derrière nous, je pense que ça montre que le monde autour au Québec, en Gaspésie, sont prêts à nous supporter quand même. On est des personnes de terrain, on est en bas, on veut aider tout le monde le plus possible. Je pense que c'est bon d'être proche du citoyen, du Gaspésien, de la Gaspésienne, peu importe. Je pense que c'est juste, on est juste là pour avancer le plus possible. Notre slogan, c'est libre chez nous. Pour que tout le monde soit libre chez nous à
à sa manière, en respectant le plus possible tous et chacun, bien entendu. Mais être libre chez nous, c'est être capable de pouvoir profiter de nos familles quand on veut, de notre espace, de notre région, de notre ville, d'être capable d'avancer partout avec tout le monde pour être bien, pour profiter, pour être juste pour être libre, pour être bien overall. Fait que le 3 octobre, j'espère que tout le monde va être capable de venir nous voir et voter conservateur pour la liberté et le libre choix de tous. Merci beaucoup, M. Bouchard. Alors, M. Sainte-Croix, vous serez notre avant-dernier orateur pour ce débat. Alors, à vous la parole. Merci. Chers électeurs, chères électrices, vous avez eu l'occasion ce soir d'entendre les propositions des différents partis sur l'avenir du comté de Gaspé. Certaines des idées de mes adversaires sont irréalistes. D'autres servent la même recette depuis toujours en espérant un résultat différent. Depuis quelques années, le vent commence à tourner. On le sent. Les jeunes, les familles reviennent s'établir dans notre région. Ça fait très longtemps qu'on a pu gérer de la croissance en Gaspésie. Ce que je vous propose en 2022, c'est d'embarquer dans une équipe gagnante pour les régions, celle de la coalition Avenir Québec de M. François Legault. C'est un gouvernement qui a fait ses preuves, et ce, malgré 2 années de tempête. Un gouvernement proche des gens qui priorise le développement économique et la création de richesses. Maintenant, on doit continuer d'avancer. Continuons d'affirmer notre identité. Continuons de créer de la richesse pour les Québécois, les Québécoises, les Gaspésiens et les Gaspésiennes. Continuons d'aider nos familles et nos aînés pour mieux grandir et vieillir en Gaspésie. Pour y arriver, il faut que notre région se développe par et pour ses citoyens. Je m'engage à porter vos projets et vos messages haut et fort à Québec. Je m'engage à travailler 2 fois plus fort et à être 2 fois plus présent à vos côtés. En 2022, vous aurez l'opportunité d'envoyer à Québec quelqu'un qui a bâti pour la région et qui souhaite continuer à bâtir avec vous. J'ai livré des produits de développement économique et touristique gaspésien depuis plus de 25 ans. J'ai choisi de m'engager en politique avec le Parti de l'économie et des régions, la CAQ. Nous habitons une région où tout est possible. Encore faut-il se donner les moyens. Le 3 octobre prochain, je vous invite à voter Stéphane Sainte-Croix. Merci. Merci, M. Sainte-Croix. Et finalement, Mme Mégane Perry-Melançon, 2 minutes pour vous. La CAQ vous dit qu'elle a besoin d'un mandat fort pour obtenir un meilleur rapport de force avec Ottawa. Mais quel rapport de force? Durant le dernier mandat, elle n'a obtenu aucune de ses revendications. 0 sur 21. Et ce, en ayant déjà ce mandat fort. Qu'est-ce que ça va changer à ce niveau en ayant quelques députés de plus? La seule chose qui nous donne un réel pouvoir, c'est l'option indépendantiste. Et le seul parti résolument indépendantiste et qui en fait la promotion, c'est le Parti québécois. Je demande aux électeurs de voter pour moi parce que pendant 4 ans, je n'ai jamais ménagé mes efforts pour bien vous représenter. Parce que je connais très bien les enjeux du territoire, parce que je crois que je mérite votre confiance pour faire encore plus de gains pour la MRC et le comté de Gaspé. Je vous demande de voter pour moi parce qu'il faut toujours en faire plus en Gaspésie pour ne pas se faire oublier par les hommes d'affaires comme François Legault, comme Pierre Fitzgibbon, qui est le ministre de l'Économie. Parce que c'est toujours plus facile pour les grandes villes et les grosses compagnies de se faire entendre par ce genre de politiciens des grands centres. Je vous demande de voter pour moi parce que le gouvernement n'a pas pu m'ignorer ou me faire taire comme il l'a fait avec beaucoup de députés de la CAQ. Et aussi parce que je travaille en équipe avec Pascal Bérubé, mes collègues de l'Est, pour défendre ensemble les intérêts de nos MRC. Je vous demande de voter pour moi, Mégane Perry-Melançon, candidate pour le Parti québécois, parce que j'ai toujours la liberté, la volonté et le courage de me lever au Parlement à Québec, semaine après semaine, pour revendiquer des services et du développement chez nous. Le 3 octobre, votons debout. Alors, merci Mme Perry-Melançon. C'est ce qui met fin à notre débat. J'aimerais remercier chaleureusement tous les candidats qui sont ici présents et M. Bouchard qui est avec nous dans la vidéoconférence. C'était une nouvelle formule de débat qu'on a essayé. On espère que ça vous a plu. Évidemment, ce n'est pas parfait. On pourrait s'ajuster. Mais merci à vous de vous être intéressés. Merci à tout le monde qui
Saint-Quentin et plus de nous avoir accueillis. Télévision de Gaspésie pourra diffuser dès demain la reprise de ce débat. Merci aux candidats et bonne soirée. Félicitations. Merci beaucoup. Merci.